correction maintenant de l'exercice numéro 2 du TD2, où vous aviez un premier problème, sur un filtre passe-bas. Un filtre passe-bas dont on vous disait qu'il répondait à l'équation entre x et y, x qui est à l'entrée, y qui est à la sortie, de telle sorte que taux, une constante, y', la dérivée de la sortie, est égale à la sortie, plus la sortie, est égale à a fois un coefficient fois l'élément d'entrée. On vous disait aussi qu'on peut faire une approximation, de telle sorte que la dérivée peut s'écrire y de n moins y de n plus 1 sur TE. Hein, c'est ce que l'on fait classiquement lorsqu'on a, par exemple, à déterminer la pente entre deux points d'une fonction, entre le point n et le point n-1, par exemple, d'une fonction qui est échantillonnée à TE. Et bien la pente, c'est la dérivée, donc c'est pour ça qu'on écrit comme ça. Donc on approche ceci, effectivement, il faut que à cet endroit-là, la courbe ne varie pas trop, de telle sorte que la droite qui relie y de n-1 à y de n ne soit pas trop loin de la courbe réelle de y de t. Donc dans ce cas-là, le y' vient dans l'équation, ça fait taux y de n moins y de n-1 sur TE. Le y de t, puisqu'on écrit en fonction de l'échantillon maintenant, deviendra y de n, est égal à x de n. On regroupe les termes par instant d'échantillonnage, donc y de n, facteur de taux sur TE plus 1, moins taux sur TE y de moins 1, égale à x de n. Ainsi de suite. On peut alors factoriser et retrouver y de n en fonction de y de n moins 1. Ici, voilà. On vous dit, attention, k est égal à TE sur taux plus TE, ce qui veut dire aussi que 1 moins k est égal à 1 moins TE sur taux, de la sorte à faire apparaître que 1 moins k est égal à taux sur taux plus TE. On en a besoin pour dans l'équation. Donc vous avez ici y de n est égal à 1 moins k moins y de n moins 1 plus ak x de n. Pour le petit b, on vous disait maintenant, on place en entrée non plus un signal x de n, mais un signal précis, qui est une impulsion. Alors une impulsion delta, donc qui est égale à 1 uniquement pour n égale à 1, vous voyez ici, et qui est égal à 0 le reste du temps. C'est le Dirac, le fameux Dirac. Dans ce cas-là, y de n, ça s'écrit différemment avec l'écriture de h de n. On dit que y de n correspond à la réponse impulsionnelle, et à ce moment-là, il prend la forme de h de n. C'est une convention d'écriture. On choisit h de n pour décrire y de n quand à l'entrée on met une impulsion. Dans ce cas-là, h de n, la sortie, à l'instant n, est égal à 1 moins k fois la sortie à l'instant antérieur, selon cette équation-là, plus ak delta de n, puisqu'x de n est égal à delta de n. On vous demande de voir si le filtre est stable. Et bien pour ça, il faut écrire à quoi est égal h de n, pour après faire tendre n vers l'infini, et voir si on obtient une limite finie. Si la limite est alors finie, alors notre filtre est stable. Si la limite n'est pas finie, alors le filtre est instable. Donc on va calculer h de n. Ici on a l'algorithme de calcul de h de n. Donc on va essayer de le dérouler coup après coup, de n égale à 0, 1, 2, 3, 4, pour voir s'il apparaît naturellement, assez simplement, la solution de h de n. Et ici, effectivement, c'est assez facile. Vous voyez, pour h de 0, pour n égale à 0, on aura 1 moins k facteur de h moins 1, selon l'équation qu'on a au-dessus, plus ak delta de 0 qui lui est égal à 1. On l'a marqué ici. Donc, ça nous fera h0 est égal à ak, ou k, comme vous voulez. Pour h1, eh bien, ce sera pareil. h1 est égal à moins k, mais cette fois-ci h0 et pas h-1. On incrémente tout de 1, plus ak delta de 1. Mais delta de 1 est dorénavant est égal à 0. Donc h1 est égal à moins k h de 0. Pour h2, eh bien, ça fait moins k h1 plus 0. Donc h2 est égal à moins k au carré, puisque 1 moins k h1, mais h1 est égal à moins k h0, donc ça fait 1 moins k facteur de 1 moins k h0, donc 1 moins k au carré. Pour h3, eh bien, ça nous fait la même chose, donc on trouve bien ceci, et on remarque finalement que l'indice d'ici correspond à la puissance ici. Donc on peut généraliser en disant que h indice n est égal à 1 moins k puissance n h0. C'est donc le terme général de notre équation de récurrence.
Voilà, le terme général donne h de n égale à moins k puissance n h0. Rappelons que h0 est égal à k. Quelle est la limite k étant n infini? Eh bien, elle sera finie et définie lorsque seulement 1 moins k sera plus petit que 1, entre 0 et 1. Alors, la puissance de 1 moins k, alors 1 moins k à la puissance n, tendra vers 0. On aura alors un filtre stable. Donc, la condition de stabilité est que 1 moins k soit compris entre 0 et 1. On peut écrire k si on le veut. Remarque, l'équation de récurrence y de n est égal à 1 moins k y de n moins 1 plus 1 moins k x de n est en fait une équation de récurrence qui donne la valeur de la sortie en fonction de l'instant de la valeur de la sortie à l'instant d'avant, la valeur de la sortie en fonction de l'entrée à l'instant d'avant, excusez-moi, plus l'entrée. Ce qui correspond à une équation d'un filtre RII, à réponse impulsionnelle infinie, dont il est nécessaire d'étudier la stabilité, puisque on a vu en cours que ces filtres ne sont pas toujours stables. Pour la 2 petit a, on vous demande d'écrire h de z à partir de l'équation de récurrence. Eh bien, c'est facile, vous avez déjà travaillé ça en TD auparavant. On transforme donc y de n devient y de z. 1 moins k, y de n moins 1 deviendra 1 moins k, y de z facteur de z moins 1 pour repérer le retard, pour exprimer le retard. Et ak x de n deviendra ak x de z. On peut alors écrire y de z sur x de z, qui représente en fait h de z, par ak sur 1 moins 1 moins k, z puissance moins 1. Pour le 2 petit b, on vous disait maintenant que x de n n'est plus une impulsion, mais un échelon unitaire dont la transformée grâce au tableau de z donne en fait 1 sur 1 moins z moins 1. C'est en fait le transformé de l'échelon unitaire. h de z qui s'écrit comme ceci nous permet de pouvoir écrire y de z égale à h de z fois x de z. Donc h de z on le connaît, x de z on vient de le prendre dans le tableau, on fait la multiplication des deux et on s'aperçoit que ça nous fait ceci. Pour retrouver y de n à partir de y de z qui s'écrit comme ça, il faut faire des compositions en éléments simples, chose à laquelle vous avez déjà entraîné dans l'exercice précédent. C est égal à la limite, tac, 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 et on trouve moins a facteur de moins k. D est égal à la limite de ceci et qui donne a. Tout ça, vous savez déjà le faire normalement. Donc y de z peut s'écrire sous cette forme-là. Une fois décomposé en éléments simples, on peut utiliser la table d'équivalence de z et qui donnera y de n est égal à 1 moins k, facteur de 1 moins k puissance n, ce terme-là, u de n, plus a u de n. On peut donc aussi arranger la chose en disant y de n est égal à a facteur de 1 moins k puissance n plus 1, puisqu'on en a un là et un là, mais après on garde bien u de n. Donc ce n'est pas une suite avancée, attention. Pour le 2 petit c, on vous donnait k est égal à 1 huitième, a est égal à 1, l'équation de récurrence devient alors celle-ci, et l'équation de y de n lorsqu'on alimente le filtre par un échelon unitaire devient celle-ci, et donc on peut la tracer numériquement. Pour n égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez l'échelon unitaire qui est toujours égal à 1, et la sortie qui montera progressivement pour tendre vers 1. Effectivement, 7 huitième étant inférieur à 1, quand n étant vers l'infini, ça tend vers 0, donc y de n tend vers 1. Je vous ai fait le calcul pour y2, qui est égal à 0,33. 3 petits a, on vous demandait classiquement d'exprimer la transmittance isochrone, et pour ça, il faut remplacer z simplement par e de j oméga te. Donc, h de z qui est égal à ak sur 1 moins k z puissance moins 1 deviendra ak sur 1 moins k e de moins j oméga te, puisque c'est z puissance moins 1. Donc si on veut maintenant étudier le module, comment évolue le module de cette fonction de transfert en fonction de oméga, ou en fonction de f, ou encore mieux f sur fe, eh bien il faut remplacer l'exponentielle par son écriture trigonométrique, de telle sorte à pouvoir faire apparaître la partie réelle et la partie imaginaire, regrouper partie réelle et partie imaginaire ensemble, pour pouvoir après en écrire
le module. Le numérateur étant purement réel, il est inchangé, mais le dénominateur étant un nombre complexe, deviendra racine carrée de a carré, la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Remarque TE, la période est égale à 1 sur la fréquence, classiquement, donc oméga T est égal de pi f sur FE, ou encore de pi facteur de f sur FE. On vous dit de prendre k est égal à 1 huitième et a est égal à 1, et numériquement, on peut alors tracer l'évolution de la fonction de transfert h de f sur FE en fonction de f sur FE. Notez qu'on s'arrêtera toujours à 0,5 pour f sur FE, qui traduit en fait la limite de Shannon. Au-delà, notre filtre numérique ne peut plus fonctionner, puisque la fréquence d'échantillonnage ne correspondra plus. Et on a bien effectivement un filtre passe-bas qui laisse passer les basses fréquences et qui coupe les autres. On peut alors calculer, si on le souhaite, la fréquence de coupure, qui se calcule par quand est-ce que le module de la fonction de transfert est égal à la valeur maximale divisée par racine de 2. Vous faites une identification et après, à peu près une page de calcul, on obtient FC sur FE qui est égal à ça et qui nous donne une valeur numérique de 21,3 Hz. Qu'on peut comparer à la valeur du filtre analogique qui est égal à la fréquence de coupure, c'est oméga égale 1 sur tau, comme vous avez pu le voir en maths 4 l'année dernière. Et alors, ça nous fera FC analogique qui est égal à 22,7. Une légère différence qu'on peut calculer qui fait 6,6%. Cet écart ne fera que diminuer au fur et à mesure que la fréquence d'échantillonnage augmentera. Voilà, merci beaucoup.